Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Bayard et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, une vidéo amateur à Paris dévoile une tentative d'enlèvement sur la fille d'un patron de la crypto. Un fait loin d'être isolé. Je pense que principalement les détenteurs de crypto-monnaies, ceux qui en ont beaucoup, ont des raisons d'avoir peur. Un printemps exceptionnel, 447 heures de soleil, du jamais vu, mais une pluie quasi absente. On constate effectivement que pour le moment, on est confronté à une période assez sèche. Restez bien avec nous. Z sur 7, c'est tout de suite. Z sur 7 à la une. On pourrait croire à une fiction. Et pourtant, cette vidéo amateur captée en plein centre de Paris cette semaine montre une tentative d'enlèvement sur la fille d'un patron de société crypto. Un événement spectaculaire, mais loin d'être isolé. Les agressions liées aux crypto-monnaies explosent en France comme ailleurs. À Bruxelles aussi, des faits inquiétants viennent noircir le tableau. Miguel Merlo, avocat spécialisé en droit des crypto-monnaies. Tous les détenteurs de crypto-monnaies n'ont pas raison d'avoir peur. Je pense que principalement les détenteurs de crypto-monnaies, ceux qui en ont beaucoup, ont des raisons d'avoir peur, et spécialement ceux dont c'est de notoriété publique qu'ils ont fait fortune à l'aide de crypto-monnaies. Jusqu'ici, la criminalité liée à la crypto se jouait surtout derrière des écrans. Du piratage, des attaques informatiques. Mais aujourd'hui, le mode opératoire change radicalement. On quitte le virtuel pour le réel. Et il ne concerne plus vraiment les pirates informatiques. On parle de ce que l'on sait en tout cas, plutôt d'organisations criminelles qui sont liées au trafic de stupéfiants, avec des jeunes qui peuvent soit être des mineurs d'âge aussi, qui s'organisent pour faire des kidnappings, que ce soit des membres de la famille ou alors les personnes qui ont fait fortune dans les crypto-monnaies, contre évidemment encore toujours des rançons en crypto-monnaie. Et si le problème venait aussi de l'image qu'on renvoie ? En associant sans nuance crypto-monnaie et criminalité, certains estiment qu'on tend une perche aux bandes organisées. Harold Kinney, CEO de Blockchain. Les médias ont souvent parlé que les crypto-monnaies sont fortement utilisées dans tout ce qui est criminalité, blanchiment d'argent, etc. Et donc, il serait facile de blanchir de l'argent avec des crypto-monnaies. Or, c'est justement l'inverse, parce que si vous volez des crypto-monnaies ou vous faites un crime avec des crypto-monnaies, c'est comme si vous sautiez à pieds joints dans un pot de peinture, parce qu'après, on peut vous suivre à la trace. Aujourd'hui, aucun cadre légal ne protège spécifiquement les détenteurs de crypto-monnaies. Mais il existe quelques astuces pour limiter les risques. Harold Kinney et Miguel Merlo. D'éviter de stocker sa clé privée, donc c'est-à-dire son mot de passe à côté, par exemple, de son ledger, qui est son portefeuille crypto-numérique. Donc le mot de passe ne va pas être stocké à la maison, mais il va être, par exemple, dans le coffre-fort d'une banque, même si ça paraît paradoxal, ou alors chez une personne de confiance. Disposer d'une sécurité renforcée, garde du corps, ça me semble très important. Ce que je pourrais leur conseiller, c'est de rester dans l'anonymat le plus complet. Voilà, vivons heureux, vivons cachés, en d'autres termes. Les agressions récentes ont fait l'effet d'un électrochoc, au point que le ministre français de l'Intérieur a convoqué en urgence les entrepreneurs de la cryptosphère pour une réunion de crise. Z sur 7 à la une. Un soleil omniprésent, des nuages absents. Le printemps 2025 s'annonce exceptionnel. Plus de 447 heures d'ensoleillement entre mars et avril, du jamais vu selon l'IRM. Et côté pluie, c'est le calme plat. Pascal Mormal, météorologue à l'IRM. Si on analyse les statistiques de l'IRM, on constate effectivement que pour le moment, on est confronté à une période assez sèche, puisqu'on a eu seulement 30,5 litres par mètre carré ici à Uccle, la station de référence pour la Belgique. Et pour la période qui va du 1er mars au 13 mai, normalement, on devrait avoir 127 litres par mètre carré. Pas de panique, on est encore loin de la sécheresse historique de 1976. Le météorologue le rappelle. Entre octobre 2023 et janvier 2025, les nappes phréatiques ont pu se recharger. Une différence majeure par rapport à l'époque.
Il faut se rappeler que l'année 2024 a été l'année la plus pluvieuse en Belgique. Et donc finalement, ça permet un petit peu de limiter actuellement les problèmes au niveau de la sécheresse en profondeur. Et donc les nappes phréatiques ne sont pas encore trop impactées par les conditions très sèches que l'on connaît maintenant depuis environ 2-3 mois. Retour en mai 2022. Des cultures arides, une sécheresse historique classée comme calamité agricole en Wallonie. Aujourd'hui, la crainte d'un remake plane sur le monde agricole. En Flandre, les autorités ont déjà pris les devants en appelant la population à limiter sa consommation d'eau. Stéphanie Ernoux, porte-parole du Cortex. La situation en Wallonie et en Flandre est différente parce que la Flandre, en fait, s'approvisionne davantage à partir des eaux de surface qui sont plus sensibles et qui réagissent plus rapidement quand il y a un déficit pluviométrique saisonnier comme maintenant. Dans le sud du pays, la situation reste sous contrôle, selon le Cortex, le Centre de coordination des risques en Wallonie. Mais attention, cette nouvelle période de sécheresse appelle à une vigilance constante. Les prévisions à venir n'annoncent pas de précipitations importantes, c'est de l'ordre de moins de 5 mm dans les 10 prochains jours. Donc cette situation de sécheresse de surface va évidemment s'accentuer, ce qui ne va pas être évidemment bénéfique pour les cultures. Les pompiers, eux, appellent à la vigilance, car plus la sécheresse s'installe, plus le risque d'incendie grimpe. Z sur 7 à la une. Le Conseil d'État a validé la limitation des allocations de chômage à 2 ans maximum. Pour l'institution, la stratégie est claire. D'un côté, augmenter l'emploi. De l'autre, limiter les dépenses publiques. David Clarinval, ministre de l'Emploi. Cela apaise les craintes que certains avaient, comme quoi la réforme du chômage pourrait créer des difficultés sur le plan juridique. Et donc, ce n'est pas évidemment une garantie à 100%, mais en tout cas, c'est un message positif qui est donné par le Conseil d'État, que l'on accueille favorablement en tout cas. La FGTB préfère prendre le temps d'analyser l'avis avant de se prononcer. Mais le syndicat socialiste n'écarte pas la possibilité d'accompagner ses affiliés devant le tribunal du travail, au cas par cas, comme il l'a déjà fait dans des situations comparables. Thierry Botsson, président de la FGTB, et David Clarinval. C'est le gouvernement Di Rupo qui avait limité les allocations d'insertion à 3 ans. Le Conseil d'État n'avait pas eu de remarques particulières. Nous avons quand même été au tribunal du travail à de très 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 nombreuses reprises et nous avons systématiquement gagné. Les citoyens en Belgique sont tous libres d'aller au tribunal quand une décision ne leur convient pas. Donc c'est un droit constitutionnel, nous n'avons pas de souci avec cela. Mais en tout cas, on va dire que le Conseil d'État donne quand même, nous réconforte et nous rassure. Pour la FGTB, le gouvernement enfreint le standstill, un principe fondamental qui interdit de réduire des droits acquis sans une justification claire et convaincante. Face à cela, le syndicat socialiste songe à un recours devant la Cour constitutionnelle. Thierry Botsson. Nous pensons que la Cour constitutionnelle aura très certainement un angle d'analyse totalement différent de celui du Conseil d'État, c'est leur rôle d'ailleurs, et que donc le standstill pourrait, selon nous, encore aujourd'hui, être invoqué, mais auprès de la Cour constitutionnelle. Le gouvernement, de son côté, avance dans la rédaction d'un texte qui devrait bientôt être adopté. L'objectif, limiter les allocations de chômage à 2 ans maximum, conformément à la réforme en cours. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Le retour au travail des malades, longue durée, l'un des autres défis du fédéral, et c'est également le dossier du nouveau Trends Tendance. Loïc Streuss reçoit Baptiste Lambert. Premièrement, selon son enquête, 600 000 travailleurs en incapacité de travail sont estimés d'ici quelques années. Oui, alors c'est un chiffre qui ne vient pas de nulle part, ça vient du Bureau du Plan, qui est un organisme indépendant, et qui estime que la Belgique comptera 600 000 malades de longue durée à l'horizon 2035. Alors l'opposition, elle va même plus loin, elle pense qu'on aura, avec les mesures du gouvernement Arizona, mais j'y reviendrai, 100 000 malades de longue durée en plus dès 2029. Alors pourquoi ils pensent ça ? Parce qu'une série de mesures de l'Arizona qui consistent à durcir les pensions,
non à mettre fin au régime de prépension ou à limiter les allocations de chômage dans le temps, ou encore à favoriser le travail de nuit ou le week-end, ça va mécaniquement augmenter ce nombre de malades de longue durée. Alors, c'est confirmé en fait par les faits. On ne sait pas si ce sera 100 000 malades de longue durée en plus, mais par le passé, durcir ces éléments-là a augmenté mécaniquement le nombre de malades de longue durée. Deuxièmement, quelle est la recette de l'Arizona et du ministre de la Santé ? Quelle est cette politique de retour au travail qui est mise en place ? Frank Van Den Broek, donc, qui était déjà ministre de la Santé sous le précédent gouvernement, a initié une responsabilisation de tous les acteurs. Donc les employés, les employeurs, les médecins et les mutuelles. Alors, pour les employés, il y a un système quelque part de parcours obligatoire qui est mis en place, et si le malade ne suit pas ce parcours, il est sanctionné à hauteur de 10% de son indemnité. Ça, c'est la nouveauté de l'accord de Pâques. Ça a augmenté. Voilà, exactement. Pour les employeurs, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'ils devront payer l'indemnité, une partie de l'indemnité INAMI pendant le 2e et 3e mois, pour chaque malade de longue durée, en plus du salaire garanti. Alors, ce qui nous revient du terrain, c'est qu'on est quand même beaucoup dans la sanction et finalement très peu dans la prévention. On raisonne souvent de manière binaire, de manière je suis apte pour un travail ou inapte, alors qu'on pourrait modifier déjà en amont les horaires, le rythme, les tâches au sein d'une même entreprise pour éviter ces maladies, ces burn-out ou ces accidents de travail. Troisièmement, les mutuelles et les médecins sont également concernés et Baptiste Lambert parlait de sanctions. Alors là aussi, il y a également des sanctions à la clé, notamment pour ces fameux certificats de complaisance. Oui, voilà. Alors, il y a certaines organisations de médecins qui sont très claires, qui nous disent que ce n'est pas une généralité, bien sûr, mais que ça existe. Tout comme le fait de certains médecins qui font de la livraison de certificats une rente. Donc voilà. Pour contrer cela, il y aura l'interdiction des certificats papier. Alors concrètement, ce qui va se passer, c'est que avec les certificats digitaux, ça va créer un certain nombre de données. Il va pouvoir avoir des contrôles de qui prescrit quoi, à quelle fréquence, et voilà, insister sur les contrôles. Du côté des mutuelles, aussi une forme de sanction, si elles n'ont pas de résultat, c'est-à-dire en termes tout simplement de réinsertion ou de réorientation, elles seront aussi sanctionnées financièrement. Mais donc voilà, on voit que c'est un dossier quand même plus compliqué, qu'on ne s'en sortira pas que par les sanctions, en tout cas c'est ce que nous avons plusieurs experts. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour terminer cet épisode, jetons un œil aux tendances du jour sur les marchés boursiers avec Jérôme van der Bruggen de la banque Degroof Petercam. Cap au Moyen-Orient, avec la tournée de Donald Trump, avec à la clé des contrats colossaux signés avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe. Les entreprises américaines se frottent les mains. Je pense qu'il faut être attentif à ce genre de visite d'un pays vers l'autre, en particulier donc des États-Unis vers les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite. Il y a certainement un volet géopolitique intéressant à développer. Mais le volet économique, ces commandes sont importantes, de gros chèques sont signés. Oui. On se demande alors si les marchés américains ont réagi, et si oui, comment ? Alors on a les réactions de telle entreprise par rapport à tel contrat qui lui est octroyé, par exemple Boeing sur des avions, et puis Nvidia sur des semi-conducteurs. Qatar Airways qui a acheté une flotte d'avions. Voilà. Je pense que le développement le plus intéressant quand même à développer, c'est ce qu'il se passe sur tout ce qui touche à l'infrastructure autour de l'intelligence artificielle. Je pense que le contrat peut-être emblématique de ce voyage, ça a été le contrat qui a été passé par l'entreprise étatique saoudienne chargée de développer l'intelligence artificielle en Arabie Saoudite pour 18 000 serveurs Blackwell de Nvidia. Une très grosse commande et qui illustre la volonté donc de l'Arabie Saoudite de développer une infrastructure, un réseau pour le développement de l'intelligence artificielle localement, de façon souveraine. On peut peut-être estimer que l'administration américaine a joué un rôle déterminant dans la signature de ces contrats.
Oui, je pense qu'elle a été déterminante et je pense que ça a commencé avant ce voyage. Monsieur Biden avait, en janvier 2025, donc juste avant son départ, arrangé pour qu'une série de règles soient mises en place. Elles devaient arriver aujourd'hui, enfin au ces jours-ci, et qui limitaient, ou en tout cas rendaient très difficile les exportations vers des pays comme l'Arabie Saoudite, mais aussi Singapour, etc., de technologies liées au développement d'une infrastructure liée à l'intelligence artificielle. Et donc l'idée, c'était, bon, on ne peut pas exporter vers la Chine, on sait, ça c'est l'ennemi stratégique, disons, mais on va aussi limiter les exportations vers ces pays-là parce qu'on a peur que ces pays soient des pays de transit de ces technologies vers la Chine. Monsieur Trump, le 7 ou le 8 mai, a annulé la mise en place de ces règles et donc permis à ces commandes d'être réalisées. On se demande ce que cela peut potentiellement changer pour Jérôme van der Bruggen. Ce que je pense, c'est d'abord ça illustre quelque chose de très actuel qui je pense, explique bien ce qui se passe pour l'instant. Lorsqu'on était aux premières ères du développement de la digitalisation, les entreprises européennes ou du monde étaient heureuses d'externaliser l'infrastructure aux États-Unis. Et tous les serveurs permettant de faire tourner la digitalisation étaient aux États-Unis, puis ça s'est développé par ailleurs. Mais aujourd'hui, on est dans quelque chose de très différent. Chaque pays va développer l'intelligence artificielle, mais va tenter de faire ça localement, souverainement. Et donc, ça ouvre les portes vers de grosses commandes, en fait, pour tous les fournisseurs de matériaux permettant le développement de ces infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain, Béatrice, à quoi peut-on s'attendre ? Eh oui, on s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, retour de vos analyses économiques et des infos à ne pas louper. Merci pour votre écoute.